Miss Amelia ne revint qu'à la nuit tombée. Elle était loin encore lorsque parvint le bruit de ferraille de son automobile. Un peu plus tard, il y eut le claquement d'une portière et quelques secousses étouffées comme si elle traînait quelque chose sur le perron. Le soleil était couché. Le ciel avait cette lumière bleutée et brumeuse des premières nuits d'hiver. Miss Amelia descendit lentement les marches qui menaient à l'arrière-cour. Les gens attendaient en silence. Il y a peu de personnes au monde capables de tenir tête à Miss Amelia, et comme elle avait pour Marvin Macy une haine implacable et féroce, on pensait qu'elle allait entrer dans une rage violente, saisir n'importe quel objet dangereux et le chasser définitivement de la ville. Mais elle n'aperçut pas tout de suite Marvin Macy. Son visage gardait cette expression rêveuse et contente qui lui était familière lorsqu'elle rentrait chez elle après un long déplacement. Il semble qu'elle ait aperçu à la même seconde Marvin Macy et cousin Lyman. Son regard alla rapidement de l'un à l'autre, mais ce n'est pas sur le voyou du pénitencier qu'il se posa enfin, avec un étonnement écœuré. C'est sur cousin Lyman, et tout le monde avec elle, car il valait la peine d'être regardé. Le bossu se tenait dans l'angle du foyer, son pâle visage à peine éclairé par le rougeoiement des braises de chêne qui brûlaient sans faire de fumée. Il possédait un talent très particulier dont il se servait quand il cherchait à gagner les bonnes grâces de quelqu'un. Il restait parfaitement immobile, se concentrait légèrement et parvenait à faire bouger ses oreilles avec une rapidité et une aisance surprenantes. Il faisait appel à ce talent chaque fois qu'il voulait obtenir quelque chose de Miss Amelia, car elle était incapable d'y résister. Il se tenait donc à l'angle du foyer, et ses oreilles dansaient furieusement des deux côtés de sa tête. Pourtant, ce n'est pas vers Miss Amelia qu'il était tourné, mais vers Marvin Macy, et il lui adressait un sourire suppliant, voisin du désespoir. Au début, Marvin Macy n'y fit aucune attention. Lorsqu'il consentit à le regarder, il n'eut pas du tout l'air d'apprécier ce talent. « Qu'est-ce qu'il a, ce rein tordu ?» demanda-t-il avec un geste nerveux du pouce. Personne ne répondit. Cousin Lyman, voyant que son talent ne lui servait à rien, tenta d'autres manœuvres de séduction. Il se mit à battre des paupières, et ce fut comme de fragiles phalènes prises au piège de ses orbites. Il gratta le sol du pied, agita les mains, esquissa un petit pas de foxtrot. Dans la lueur sourde de cette nuit d'hiver, il ressemblait à l'enfant du génie des marais. De tous les gens qui étaient là, seul Marvin Macy restait indifférent. « Il a une crise de nerfs, le petit nain ?» demanda-t-il. Comme personne ne répondait, il s'approcha de cousin Lyman et lui donna un coup sur le coin de la figure. Le bossu chancela et tomba sur le sol. Il resta assis là où il était tombé, les yeux toujours fixés sur Marvin Macy, et fit un dernier effort timide et désolé pour remuer les oreilles. Tout le monde regardait Miss Amelia pour savoir ce qu'elle allait faire. Depuis 4 ans, personne ne s'était permis de toucher à un seul cheveu de cousin Lyman. Ce n'est pourtant pas l'envie qui manquait à certains. Mais il suffisait que quelqu'un parle un peu sévèrement du bossu pour que Miss Amelia refuse aussitôt de lui faire crédit et s'arrange pour que cet audacieux ait tous les ennuis possibles. On aurait donc trouvé tout naturel qu'elle aille chercher une hache sous le porche et ouvre en deux la tête de Marvin Macy. Elle n'en fit absolument rien. Miss Amelia avait l'air, par moments, d'entrer en transe. On savait, la plupart du temps, ce qui provoquait ces transes et on les comprenait. Car Miss Amelia était un médecin consciencieux qui ne se contentait pas de broyer quelques racines des marais avec d'autres plantes et de les faire avaler aux premiers malades venus sans les avoir essayés. Chaque fois qu'elle inventait un nouveau remède, elle se l'administrait d'abord à elle-même. Elle en ingurgitait une énorme dose et passait la journée à faire pensivement les 100 pas entre son café et ses toilettes en briques. Lorsqu'elle était prise d'un violent accès de colique, elle restait généralement immobile, les yeux attachés au plancher, les poings crispés, essayant de garder toute sa lucidité et de repérer quelle sorte d'organe réagissait au remède et quelle sorte de maladie il pouvait guérir. Pendant qu'elle regardait le bossu et Marvin Macy, elle avait exactement cette expression-là, tendue vers l'intérieur d'elle-même, cherchant à localiser la douleur, bien qu'elle n'ait absorbé aucun médicament ce jour-là. « Ça t'apprendra, rein tordu, » dit Marvin Macy.
Henry Macy rejeta en arrière ses pauvres cheveux grisonnants et toussa nerveusement. Stumpy McPhail et Merle Ryan remuèrent les pieds mal à l'aise. Les enfants et les Noirs, qui étaient restés dans l'ombre à la frontière du domaine, ne faisaient aucun bruit. Marvin Macy referma le couteau qu'il venait d'aiguiser et, après avoir regardé autour de lui, sans la moindre frayeur, quitta l'arrière-cour d'un air triomphant. Les braises n'étaient plus que des cendres grises. Il faisait presque noir. C'est ainsi que Marvin Macy revint du pénitencier. Pas une âme, en ville, n'eut plaisir à le revoir. Pas même Mrs. Mary Hale, qui avait le cœur généreux et qui s'était chargée de son éducation avec amour et sollicitude. Quand elle le revit pour la première fois, cette vieille mère adoptive lâcha la poêle à frire qu'elle tenait à la main et se mit à pleurer. Mais rien ne touchait le cœur de Marvin Macy. Il restait assis sous la véranda de Mrs. Hale, grattait négligemment sa guitare, et dès que le dîner était prêt, écartait de son chemin les enfants qui se trouvaient là, et se servait un repas bien solide, alors qu'il y avait juste assez de galettes de maïs et de viande blanche pour tout le monde. Quand il avait fini de manger, il choisissait le coin le plus chaud et le plus confortable de la pièce du devant, s'y endormait, et ses rêves eux-mêmes ne le troublaient pas. Miss Amelia n'ouvrit pas son café ce soir-là. Elle verrouilla soigneusement les portes et les fenêtres et resta cachée à tous les regards, ainsi que cousin Lyman. Une lampe brûla toute la nuit dans leur chambre. Comme on pouvait s'y attendre, Marvin Macy apporta aussitôt le malheur avec lui. Le temps changea dès le lendemain et devint étouffant. À l'aube, il flottait dans l'air une chaleur lourde et gluante. Le vent charriait l'odeur écœurante des marais, et de frêles moustiques au sifflement strident avaient envahi le château d'eau. C'était hors de saison, pire qu'en plein mois d'août, et les dommages furent importants. Car dans le comté, presque tous ceux qui possédaient un port avaient suivi l'exemple de Miss Amelia et l'avaient égorgé la veille. Comment conserver des saucisses par un temps pareil ? Au bout de quelques jours, l'odeur de la viande pourrissante s'infiltrait partout. Partout pesait une affreuse atmosphère de désolation. Plus grave encore, au cours d'une réunion de famille, près de la route des Forks Falls, on servit du rôti de porc et la famille mourut, au grand complet. Le cochon avait certainement été contaminé. Comment savoir si le reste de la viande était mauvais ou non ? Les gens étaient déchirés entre l'envie de déguster ce porc merveilleusement parfumé et la peur de la mort. Ce fut un temps de désordre et de gaspillage. La cause de tout cela, Marvin Macy n'avait honte de rien. Il se montrait partout. Aux heures de travail, il rôdait aux alentours de la filature et regardait par les fenêtres. Le dimanche, il mettait sa chemise rouge et arpentait la grande rue avec sa guitare d'un air triomphant. Il était toujours aussi beau, cheveux bruns, lèvres rouges, épaules larges et fortes. Mais le démon qui l'habitait était trop célèbre désormais pour que sa belle apparence puisse tromper qui que ce soit. Ce n'était pas seulement à ses péchés connus qu'on prenait la mesure de ce démon. C'est vrai qu'il avait dévalisé des stations-service, qu'il avait bien avant cela déshonoré les plus jeunes filles du comté, et qu'il y avait pris plaisir. C'est vrai qu'on pouvait dresser toute une liste de crimes dont il était coupable. Mais, ces crimes mis à part, il cachait en lui une bassesse secrète qui le suivait comme une odeur. Autre chose encore, il ne transpirait pas, même au mois d'août, et c'était un signe qui méritait d'être analysé. Aux yeux de la ville entière, il semblait être devenu plus dangereux qu'avant. Il avait certainement appris à user de ses sortilèges au pénitencier d'Atlanta. Sinon, comment expliquer l'impression qu'il produisait sur cousin Lyman ? Car à peine le bossu avait-il posé son regard sur Marvin Macy qu'un esprit contre nature l'avait ensorcelé. Il était sans cesse à suivre ce gibier de potence, et sa tête bouillonnait d'idées folles pour attirer son attention. Mais Marvin Macy le regardait avec dédain ou ne le remarquait même pas. Le bossu renonçait alors et venait se percher sur la balustrade de la véranda, comme l'oiseau malade qui rejoint les autres sur un fil téléphonique, et il se lamentait à voix haute. « Mais pourquoi ?» demandait Miss Amelia en le regardant fixement, les yeux croisés de plus en plus, les poings solidement fermés. « Oh, Marvin Macy !» murmurait tristement le bossu.
La seule musique de ce nom bouleversait si profondément le rythme de ses sanglots qu'il finissait par octer. « Il connaît Atlanta !» Miss Amelia secouait la tête. Son visage était sombre. Elle ne supportait l'idée d'aucun voyage. Elle n'avait que mépris pour les gens agités, les gens qui se rendent à Atlanta, ou parcourent plus de 50 miles pour voir l'océan. Connaître Atlanta, ce n'est pas un honneur. « Il a été au pénitencier !» continuait le bossu que la jalousie déchirait. Comment discuter à partir de telle jalousie? Miss Amelia était tellement perplexe qu'elle n'était plus très sûre de ses réponses. « Au pénitencier, cousin Lyman ? Un pareil voyage, il n'y a pas de quoi s'en vanter. » Pendant toutes ces semaines, la ville surveilla Miss Amelia de très près. Elle travaillait distraitement, le regard lointain, comme lorsqu'elle était en transe. Pour une raison inconnue, depuis le retour de Marvin Macy, elle avait laissé de côté sa salopette et portait chaque jour la robe rouge qu'elle réservait jusque-là aux dimanches, aux enterrements et aux séances du tribunal. Au fur et à mesure que passaient les semaines, elle tenta quelques manœuvres pour éclaircir la situation. Mais ces manœuvres étaient assez difficiles à comprendre. Puisqu'elle souffrait de voir cousin Lyman suivre partout Marvin Macy, pourquoi ne réglait-elle pas le problème une fois pour toutes? Pourquoi ne menaçait-elle pas le bossu de le mettre à la porte s'il continuait d'avoir des contacts avec Marvin Macy? C'était tout simple. Cousin Lyman ne pouvait que se soumettre ou accepter d'être seul, de nouveau, abandonné de tous en ce monde. Mais Miss Amelia semblait avoir perdu toute volonté. Pour la première fois de sa vie, elle ne savait pas quelle attitude prendre. Et comme la plupart de ceux que l'incertitude envahit, elle se décida pour la pire de toutes, c'est-à-dire qu'elle adopta plusieurs attitudes différentes qui se contredisaient l'une l'autre. Le café continuait d'être ouvert chaque soir, et c'était bien étrange, mais lorsque Marvin Macy faisait son entrée, l'air arrogant, cousin Lyman sur ses talons, elle ne le jetait pas dehors. Au contraire, elle lui offrait à boire gratuitement, en lui adressant des sourires obliques et égarés. Et dans le même temps, elle allait poser dans les marais un piège qui l'aurait tué à coup sûr s'il s'y était laissé prendre. Elle acceptait que cousin Lyman l'invite à dîner le dimanche et cherchait à lui faire un croc-en-jambe quand il descendait le perron. Elle offrit à cousin Lyman une immense tournée de distraction, lui faisant faire d'épuisants voyages pour applaudir toutes sortes de spectacles qu'on donnait à toutes sortes d'endroits, l'emmenant en voiture à 30 miles de là pour assister aux tournées Shotoka, ou à Fox Falls pour une grande parade. Pour elle aussi, ce fut d'ailleurs un temps de distraction. La plupart des gens pensaient qu'elle était sur la bonne route pour l'asile de fous, et personne ne comprenait ce qui allait sortir de tout cela. Il fit froid de nouveau. L'hiver cerna la ville, et la nuit tombait sur la filature avant la relève de la dernière équipe. Les enfants dormaient tout habillés, et les femmes relevaient le bas de leurs jupes pour se chauffer rêveusement devant le feu. Lorsqu'il pleuvait, la boue gelait aussitôt dans les ornières. Les lampes n'étaient plus que de vagues lueurs derrière les vitres des maisons, et les pêchers rabougris étaient nus. Pendant ces noires et silencieuses soirées d'hiver, le café était le seul endroit animé de la ville. Les lumières y étaient si vives qu'on les apercevait à un quart de mille à la ronde. Au fond de la salle, l'énorme poêle ronronnait, crépitait et devenait tout rouge. Miss Amelia avait accroché des rideaux rouges devant les fenêtres et elle avait acheté à un colporteur un bouquet de roses en papier qui avait l'air d'être vrai. Mais ce n'est pas seulement la chaleur, la gaieté, les divers ornements qui donnaient au café une importance si particulière et le rendaient si cher aux habitants de la ville. Il y avait une raison plus profonde, raison liée à un certain orgueil, inconnu jusque-là dans le pays. Pour comprendre cet orgueil tout neuf, il faut avoir présent à l'esprit le manque de valeur de la vie humaine. Quand une filature s'installe quelque part, elle attire toujours beaucoup de monde. Mais il est rare que chaque famille ait assez de nourriture, de vêtements et d'économies pour faire la fête. La vie devient donc une longue marche incertaine, à la recherche de ce qui est strictement nécessaire pour vivre. Tout se complique alors. Les choses nécessaires pour vivre ont toutes une valeur précise. Il faut toutes les acheter contre de l'argent, car le monde est ainsi fait. Or, vous connaissez, sans avoir besoin de le demander,
le prix d'une balle de coton ou d'un quart de mélasse. Mais la vie humaine n'a pas de valeur précise. Elle nous est offerte sans rien payer, reprise sans rien payer. Quel est son prix ? Regardez autour de vous. Il risque de vous paraître dérisoire, peut-être nul. Alors après avoir essayé et transpiré, et vu que rien ne changeait, vous sentez naître au fond de votre âme le sentiment que vous ne valez pas grand-chose. Cet orgueil tout neuf que le café apporte à la ville, tout le monde, en revanche, peut le partager, même les enfants. Car on n'est pas obligé de dîner ou de consommer de l'alcool. Il existe des boissons rafraîchissantes qui ne coûtent que 5 cents. Et si vous n'avez pas de quoi vous les offrir, Miss Amelia confectionne elle-même une boisson très douce et très rose, appelée jus de cerise, qu'elle vend un cent le verre. À l'exception du révérend T.M. Willin, tout le monde, ou presque, peut venir au café une fois par semaine au moins. Les enfants sont ravis quand ils dorment hors de chez eux ou quand ils mangent chez des voisins. Dans ces occasions exceptionnelles, ils se tiennent toujours très bien et se sentent très fiers. Quand les gens de la ville entrent dans le café, ils ressentent la même fierté. Avant de se rendre chez Miss Amelia, ils font toilette et s'essuient poliment les pieds sur le seuil de la salle. Car pendant quelques heures, ils peuvent enfin oublier ce sentiment amer et profond de ne pas valoir grand-chose en ce monde. Le café était particulièrement prisé par les célibataires, les pauvres et les tuberculeux. Il faut signaler ici qu'un certain nombre de raisons conduisaient à penser que cousin Lymon était tuberculeux. L'éclat de ses yeux gris, sa nervosité, son besoin de parler, sa toux. Ce sont des symptômes précis. De plus, il est généralement admis qu'il y a relation de cause à effet entre la tuberculose et les colonnes vertébrales déviées. Chaque fois qu'on abordait ce sujet devant Miss Amelia, elle se mettait en colère. Elle refusait ces symptômes avec véhémence. En cachette, pourtant, elle faisait des synapsismes à cousin Lymon, le forçait à boire du Croup Cure et toutes sortes d'autres remèdes. La toux du bossu s'aggrava cet hiver-là. De temps en temps, même s'il faisait très froid, il avait de brusques crises de transpiration. Cela ne l'empêchait pas de boitiller derrière Marvin Macy. Très tôt le matin, il quittait sa chambre et venait se poster derrière la maison de Mrs. Hale pour attendre, et attendre, car Marvin Macy aimait faire la grasse matinée. Cousin Lymon attendait donc en l'appelant à mi-voix. Une voix qui ressemblait à celle des enfants accroupis près des cratères minuscules où vivent les fourmis ailées, y enfonçant le crin d'un balai et les fouillant patiemment en chantonnant d'une voix plaintive. « Fourmis ailées, fourmis ailées, envole-toi, fourmis ailées, envole-toi. Fourmis, madame, ta maison brûle, fourmis, madame, tes enfants sont carbonisés. Fourmis ailées, fourmis ailées. » De la même voix désolée, résignée et chantante, le bossu murmurait chaque matin le nom de Marvin Macy. Et quand Marvin Macy sortait de la maison, ils le suivaient à travers la ville, et parfois ils disparaissaient ensemble, pendant des heures, dans la profondeur des marais. Et Miss Amelia continuait de faire la pire des choses possibles, c'est-à-dire d'adopter plusieurs attitudes différentes et contradictoires. Lorsque cousin Lymon quittait la maison, elle ne cherchait pas à le retenir, mais restait debout au milieu de la route, toute seule, et le suivait des yeux jusqu'à ce qu'il ait disparu. Marvin Macy venait au café chaque soir, suivi de cousin Lymon, et s'asseyait pour dîner. Miss Amelia sortait des confitures de poire. La table était surchargée de jambon, de poulet, de bouillie de maïs dans de grands bols et de purée de pois cassés. Un soir pourtant, Miss Amelia tenta d'empoisonner Marvin Macy. Mais à la suite d'une erreur, il y eut confusion dans les assiettes, et c'est à elle que revint le plat empoisonné. Elle le comprit très vite, au léger goût d'amertume des aliments. Elle ne dîna pas, ce soir-là, mais resta assise, la tête rejetée en arrière, tâtant ses muscles et regardant fixement Marvin Macy. Marvin Macy venait donc au café chaque soir, s'installait à la meilleure table, la plus grande, celle qui se trouvait au centre de la salle. Cousin Lymon lui apportait de l'alcool, sans qu'il verse jamais un cent. Marvin Macy ne lui en montrait aucune gratitude. Il le chassait de la main, comme un moustique des marais, et chaque fois qu'il le trouvait sur son chemin, il lui donnait un coup sur la bosse, ou disait « Disparaître, un tordu !»
Sinon, gare à suite tes 2 crânes qui est chauve. À ces moments-là, Miss Amelia quittait son comptoir et s'approchait lentement de Marvin Macy, les poings serrés, sa robe rouge cachant maladroitement ses genoux osseux. Marvin Macy serrait les poings lui aussi, et il commençait à se tourner autour, en se regardant d'un air qui en disait long. Et tout le monde retenait son souffle, mais il ne se passait jamais rien. L'heure du combat n'avait pas encore sonné. Si l'on se souvient de cet hiver, si on en parle souvent, c'est pour une raison bien particulière. Il se produisit quelque chose de tout à fait exceptionnel. Le 2 janvier, en se réveillant, les gens découvrirent derrière leurs fenêtres un univers complètement métamorphosé. Les petits-enfants, qui ne savaient pas de quoi il s'agissait, furent tellement étonnés qu'ils se mirent à pleurer. Les vieillards fouillèrent dans leurs souvenirs, mais rien ne leur rappelait un semblable prodige. Il avait neigé pendant la nuit. Dans les heures sombres d'après-minuit, les flocons s'étaient mis à tomber sans bruit sur la ville. À l'aube, le sol avait complètement disparu. La neige s'accrochait curieusement aux vitraux rouges de l'église et blanchissait le toit des maisons. Elle donnait à la ville un air maladif et lugubre. Près de la filature, les maisons de 2 pièces, qui étaient sales et de guingois, paraissaient sur le point de s'effondrer. Tout semblait plus petit, plus sombre. Mais la neige elle-même, il y avait en elle une beauté que bien peu de gens connaissaient déjà. Elle n'était pas blanche, comme le prétendaient ceux du Nord. Elle avait toutes sortes de couleurs, douces et tendres, du bleu, de l'argent, et le gris du ciel était un gris calme et lumineux. Douceur rêveuse de la neige qui tombe, le silence de la ville, l'avez-vous connu si profond ? Face à la neige, chacun réagissait à sa manière. Debout devant sa fenêtre, Miss Amelia releva le col de sa chemise de nuit en remuant pensivement ses orteils nus. Au bout d'un long moment, elle entreprit de fermer ses volets et de barricader soigneusement toutes les fenêtres de l'étage. Elle verrouilla complètement la maison, alluma les lampes et vint s'asseoir avec gravité devant son bol de bouillie de maïs. Non qu'elle ait une peur particulière des chutes de neige. Mais, face à cet événement inattendu, elle se sentait incapable de se forger une opinion immédiate. Faute de pouvoir dire de façon exacte et définitive ce qu'elle en pensait, ce qui était le cas pour la plupart des événements, elle préférait l'ignorer. Jamais encore depuis qu'elle était au monde, la neige n'était tombée sur le comté. Jamais encore elle n'y avait pensé d'une manière ou d'une autre. Si elle consentait à admettre l'existence de cette neige, elle serait obligée de prendre une décision quelconque, et depuis quelque temps, elle avait une vie suffisamment pleine de distractions. Elle continua donc d'aller et venir dans sa maison calfeutrée, à la lumière des lampes, comme s'il n'était rien arrivé. Cousin Lyman, au contraire, était dans un état d'extrême agitation. Dès que Miss Amelia eut tourné le dos pour lui préparer son déjeuner, il fila. Marvin Macy revendiqua la propriété de cette chute de neige. Il affirma qu'il avait déjà vu la neige à Atlanta, qu'il la connaissait, et à sa façon de déambuler à travers la ville, on pouvait croire que chaque flocon lui appartenait. Il ricanait devant les petits-enfants qui se glissaient timidement hors de leur maison, ramassaient une poignée de neige et la goûtaient. Le révérend Willin descendit la grande rue d'un pas pressé, le visage rouge de colère, réfléchissant à la meilleure façon de faire intervenir la neige dans son sermon dominical. La plupart des gens regardaient cette merveille avec tendresse et humilité. Il parlait à voix basse et ne cessait de dire « Merci » et « Je vous prie ». Quelques esprits malades se sentirent évidemment démoralisés et se mirent à boire. Mais ils étaient peu nombreux. Chacun sentait que c'était une journée exceptionnelle et beaucoup comptaient leur argent avec l'intention d'aller au café cette nuit-là. Cousin Lyman ne quitta pas Marvin Macy de toute la journée, l'aidant à faire valoir ses droits sur la neige. Il s'émerveillait de voir qu'elle ne tombait pas comme la pluie, suivait des yeux la chute rêveuse et douce des flocons jusqu'à en tituber de vertige. Et l'orgueil qu'il avait de lui-même se réchauffait au prestige qui entourait Marvin Macy, à tel point que bien des gens ne résistaient pas au désir de l'interpeller. « Oh oh !» soupiraient ces mouches du coche. « On en soulève de la poussière. »
Ce soir-là, Miss Amelia n'avait pas l'intention de servir à dîner. À 6 heures pourtant, elle entendit des bruits de pas sous la véranda et entrebâilla prudemment sa porte. C'était Henry Ford Crimp. Il n'y avait rien à manger, mais elle lui permit de s'asseoir à une table et lui servit à boire. D'autres suivirent. Le soir était bleu, d'un froid vif. La neige ne tombait plus, mais le vent qui venait des forêts de pins soulevait du sol de légères rafales. Cousin Lymon n'arriva qu'à la nuit tombée. Marvin Macy l'accompagnait, sa valise de fer et sa guitare à la main. « Vous partez en voyage ?» demanda rapidement Miss Amelia. Marvin Macy alla se réchauffer près du poêle, puis s'assit à sa table et aiguisa avec soin un cure-dent. Il se nettoya les dents lentement, en sortant souvent le bâtonnet de sa bouche pour en examiner la pointe et l'essuyer sur la manche de sa veste. Il ne prit pas la peine de répondre. Le bossu observait Miss Amelia derrière son comptoir. Il n'y avait pas l'ombre d'une supplication sur son visage. Il était parfaitement sûr de lui. Il croisa les mains derrière son dos et redressa fièrement les oreilles. Il avait les joues en feu, les yeux brillants, les vêtements trempés. « Marvin Macy vient nous faire une petite visite, » dit-il. Miss Amelia n'éleva aucune protestation. Elle quitta seulement son comptoir et se mit à tourner autour du poêle, comme si cette nouvelle lui avait brusquement glacé le sang. Mais elle ne se réchauffait pas le dos en soulevant pudiquement sa jupe d'1 pouce, comme le font les autres femmes dans un endroit public. Il n'y avait pas une once de pudeur chez Miss Amelia, et il lui arrivait souvent d'oublier qu'il y avait des hommes autour d'elle. Elle se réchauffait donc, et sa robe rouge était suffisamment retroussée pour qu'on puisse apercevoir, si on y faisait attention, un morceau de cuisse musclé et velu. Le visage tourné sur le côté, elle était plongée dans une longue conversation avec elle-même. On la voyait plisser le front, hocher la tête, et sans comprendre clairement ce qu'elle disait, on pouvait entendre dans sa voix une rumeur d'accusation et de reproche. Pendant ce temps, le bossu et Marvin Macy avaient gagné le premier étage, gagné le salon fleuri de ginérillons argentés des Pampas, avec ses 2 machines à coudre, et les chambres où Miss Amelia avait passé toute sa vie. En bas, dans le café, vous pouviez clairement entendre Marvin Macy qui s'affairait, ouvrait sa valise, s'installait. Voilà comment Marvin Macy reprit la maison de Miss Amelia. Au début, cousin Lymon lui donna sa chambre et dormit sur le canapé du salon. Mais la neige eut sur lui un effet regrettable. Il attrapa un rhume qui se transforma en angine, et Miss Amelia fut obligée d'abandonner sa propre chambre. Le canapé du salon était trop étroit pour elle, ses jambes pendaient, elle tombait souvent par terre. Peut-être ce manque de sommeil lui embrumait-il le cerveau ? Tout ce qu'elle tentait contre Marvin Macy se retournait contre elle. Elle se prenait à ses propres pièges et se retrouvait dans les situations les plus lamentables. Mais elle ne se décidait pas à jeter Marvin Macy dehors, car elle avait peur de se retrouver seule. Quand vous avez vécu avec quelqu'un, c'est un terrible supplice d'être obligé de vivre seul. Le silence d'une chambre, sans autre lumière que le feu, et brusquement l'horloge qui s'arrête, toutes ces ombres qui bougent dans la maison vide. Plutôt que d'affronter la terreur de vivre seul, il vaut mieux accueillir chez vous votre plus mortel ennemi. La neige ne dura pas. Le soleil réapparut. En 2 jours, la ville redevint ce qu'elle avait toujours été. Miss Amelia attendit que tous les flocons aient fondu pour ouvrir ses fenêtres. Elle entreprit un vaste nettoyage et fit prendre le soleil à tout ce qui était dans la maison. Mais avant toute chose, elle attacha une corde à la plus grosse branche du laurier indien qui était dans son arrière-cour et y suspendit un sac de toile rempli de sable. C'était un punching ball qu'elle s'était fabriqué et elle commença ce jour-là à s'entraîner tous les matins. C'était déjà une excellente lutteuse, un peu lourde sur ses jambes, mais connaissant un grand nombre de prises dangereuses et toute une série de défenses complémentaires. Il a déjà été dit que Miss Amelia mesurait 6 pieds 2 pouces. Marvin avait 1 pouce de moins. Ils étaient de poids sensiblement égal, 160 livres environ. À l'avantage de Marvin Macy, il fallait compter le côté sournois de ses mouvements et la force de ses pectoraux. Sur un plan extérieur,
toutes les chances étaient de son côté. En ville, cependant, la plupart des gens pariaient sur Miss Amelia. Une seule personne paria sur Marvin Macy. La ville se souvenait de la lutte gigantesque qui avait opposé Miss Amelia et un avocat des Fox Falls qui avait voulu la frauder. Il s'agissait d'un grand gaillard solidement bâti, mais à la fin du combat, elle l'avait laissé aux 3/4 mort. Ce qui avait impressionné tout le monde, ce n'était pas seulement son talent de boxeur, mais la façon dont elle démoralisait son adversaire en faisant d'horribles grimaces et en poussant des hurlements si féroces que les spectateurs eux-mêmes en étaient parfois terrifiés. Elle avait un grand courage, s'exerçait au punching ball avec une conscience parfaite, et dans ce cas précis, le droit était de son côté. Les gens lui faisaient donc confiance et attendaient. Aucune date n'avait encore été fixée pour le combat, mais les signes avant-coureurs en étaient trop évidents pour que les gens ne les remarquent pas. Pendant ce temps, le bossu déambulait de sa démarche arrogante, le visage tiré mais heureux. Il avait une façon adroite et subtile d'attiser entre eux la discorde. Il passait son temps à pincer la jambe du pantalon de Marvin Macy pour attirer son attention. Il emboîtait parfois le pas à Miss Amelia, mais ce n'était que pour singer sa lourde démarche maladroite. Il louchait, imitait ses gestes, comme s'il voulait qu'on la prenne pour un monstre. Il y avait dans tout ce qu'il faisait quelque chose de si horrible que même les clients les plus stupides, comme Merle Ryan, ne parvenaient pas à rire. Seul Marvin Macy relevait le coin gauche de sa bouche et riait tout bas. Miss Amelia était alors déchirée par 2 émotions contradictoires. Elle regardait le bossu d'un air de sombre reproche désolé. Puis elle se tournait vers Marvin Macy en serrant les dents. « Que tes boyaux éclatent !» disait-elle d'une voix aiguë. Marvin Macy prenait alors sa guitare qui était à côté de sa chaise. Sa voix était humide et mielleuse, comme s'il avait trop de salive dans la bouche. Et les mélodies glissaient lentement hors de sa gorge comme des anguilles. Ses doigts robustes pinçaient les cordes avec une agilité surprenante, et ce qu'il chantait était à la fois exaspérant et fascinant. Miss Amelia ne pouvait pas le supporter longtemps. « Que tes boyaux éclatent !» répétait-elle en hurlant. Marvin Macy avait toujours une réponse prête. Il posait la main sur les cordes pour étouffer la résonance du dernier accord, et il répondait avec une insolence paisible. « Crie toujours, ça m'atteint et ça rebondit vers toi. » Miss Amelia était obligée de s'arrêter, et personne ne pouvait l'aider, car personne ne voyait comment la délivrer de ce piège. Elle ne pouvait pas continuer à hurler des injures, puisque ces injures rebondissaient et lui revenaient dessus. Marvin Macy avait l'avantage, et elle n'y pouvait rien. Les choses continuèrent donc ainsi. Personne ne savait ce qui se passait entre eux la nuit dans les chambres du premier étage. Mais chaque soir, le café était plein. Il venait de plus en plus de clients. Il fallut ajouter une table. L'ermite lui-même, ce fou nommé Rainer Smith, qui s'était retiré au fond des marais il y a des années de cela, entendit parler de ce qui se passait. Il s'approcha une nuit de la fenêtre et couva longuement du regard la grande salle illuminée. La tension était chaque soir à son comble, au moment où Miss Amelia et Marvin Macy serraient les poings et s'avançaient l'un vers l'autre en se lançant des regards furieux. Ce qui n'arrivait jamais après une discussion précise, mais se produisait mystérieusement, par le biais d'un instinct qui leur était commun. Le café devenait alors si parfaitement silencieux qu'on pouvait entendre le frémissement des pétales de rose dans le courant d'air. Et chaque soir, ils s'affrontaient un peu plus longuement que la veille. Le combat eut lieu le 2 février, jour de la marmotte. Note de bas de page, jour de la chandeleur, où la marmotte termine son hibernation. Note du traducteur. Le temps était parfait, sans pluie ni soleil, d'une température absolument neutre. Plusieurs signes avant-coureurs permirent aux gens de comprendre que c'était le jour choisi, et dès 10 heures, la nouvelle se répandit dans tout le comté. Très tôt ce matin-là, Miss Amelia avait détaché son punching ball. Assis sur les marches de l'arrière-cour, une boîte de fer entre les genoux, Marvin Macy s'enduisait soigneusement les bras et les jambes de graisse de porc. Un faucon, au bréchet couleur sang, survola la ville et vint tourner 3 fois au-dessus de la maison de Miss Amelia.
Les tables du café avaient été rangées sous la véranda pour que le combat puisse avoir lieu dans la grande salle vide. Tous ces signes étaient évidents. Au déjeuner, Miss Amelia et Marvin Macy mangèrent chacun 4 portions de roast-beef à moitié cuit et restèrent couchés tout au long de l'après-midi pour emmagasiner des forces. Marvin Macy se reposait dans la grande chambre de l'étage, Miss Amelia sur le banc de son bureau. À son visage pâle et tiré, on voyait qu'elle supportait difficilement d'être allongée à ne rien faire. Elle resta pourtant là, immobile comme un cadavre, les yeux fermés, les mains croisées sur la poitrine. La journée de cousin Lymon fut, par contre, extrêmement agitée. L'excitation raidissait son petit visage. Il prépara lui-même le repas, puis sortit pour aller chasser la marmotte. Il revint 1 heure plus tard, ayant déjeuné, et annonça que la marmotte avait aperçu son ombre et qu'il fallait prévoir du mauvais temps. Comme Miss Amelia et Marvin Macy se reposaient pour emmagasiner des forces, et qu'il se trouvait livré à lui-même, il eut l'idée de peindre la véranda. La maison n'avait pas été repeinte depuis des années. En réalité, Dieu seul savait si elle avait jamais été peinte. Cousin Lymon se mit au travail. Il eut bientôt peint d'un vert acide et éclatant la moitié du plancher de la véranda. Il travaillait comme un sagouin et s'était complètement barbouillé de peinture. Il changea brusquement d'idée, comme à son habitude, renonça à finir le plancher et s'attaqua au mur, peignant d'abord aussi haut que sa main pouvait atteindre, puis grimpant sur une caisse pour peindre 1 pied de plus. Quand il eut vidé le pot de peinture, la moitié droite du plancher et une partie des murs étaient d'un vert criard. Cousin Lymon en resta là. En admirant son travail, il ressentait un sentiment de joie puérile. À ce propos, il faut noter ici un fait curieux. Ni Miss Amelia, ni personne en ville n'avait une idée précise de l'âge du bossu. Certains affirmaient qu'il avait 12 ans le soir de son arrivée, que c'était encore un enfant. D'autres étaient persuadés qu'il avait plus de 40 ans. Son regard était fixe et bleu comme celui d'un enfant, mais il avait autour de ses paupières froncées des taches lavandes qui étaient les marques de l'âge. Son corps bizarrement tordu ne permettait pas de deviner la vérité. Ses dents elles-mêmes ne fournissaient aucun indice. Elles étaient au complet, 2 avaient été cassées en ouvrant une noix, mais il les avait tellement salies en ingurgitant son mélange doux amer qu'il était impossible de savoir si c'était de vieilles dents ou des dents de lait. Quand on l'interrogeait carrément, il affirmait qu'il ignorait tout de son âge, qu'il n'avait aucune idée du temps qu'il avait passé sur Terre, peut-être 10 ans, peut-être 100. Et son âge demeurait une énigme. À 5h30, cousin Lymon acheva son travail de peintre. Le temps s'était refroidi. Une légère humidité embrumait l'atmosphère. Le vent soufflait des forêts de pins et faisait trembler les vitres. Il s'amusa longtemps avec un vieux journal qu'il promena le long de la grande rue jusqu'à ce qu'il s'accroche à un cactus. Les gens commencèrent à affluer de tout le pays. Automobiles bondées, hérissées de têtes d'enfants, chariots tirés par de vieilles mules qui cheminaient à pas pesants, les yeux mi-clos, avec un sourire mélancolique et résigné. 3 jeunes garçons arrivèrent de Society City. Ils portaient tous les 3 des chemises en rayonne jaune et des casquettes sur la nuque. Ils avaient tout à fait l'air de tripler. On les voyait à tous les combats de coqs et à toutes les cérémonies religieuses. À 6h, la sirène de la filature se fit entendre, indiquant que l'équipe de jour avait fini son travail. La foule fut alors au complet. Parmi les nouveaux venus, il y avait évidemment quelques canailles, quelques personnages inconnus, etc., mais la foule était très calme. Un ange volait au-dessus de la ville et la lumière du crépuscule donnait aux gens d'étranges visages. L'obscurité se fit peu à peu. Pendant un instant, le ciel fut d'un jaune tendre et lumineux, et les toits de l'église s'y découpaient en larges masses sombres. Puis le ciel s'éteignit doucement, et la nuit rejoignit ses ténèbres. Le chiffre 7 est un chiffre populaire, et c'était en particulier le chiffre favori de Miss Amelia. 7 gorgées d'eau contre le hoquet, 7 tours du château d'eau au pas de course contre le torticolis, 7 cuillerées de sirop Miracle Amelia contre les vers. La plupart de ces traitements reposaient sur le chiffre 7. C'est un chiffre qui offre toutes sortes de possibilités, et tous ceux qui ont le goût du mystère et des envoûtements y attachent un grand prix.
Le combat devait donc avoir lieu à 7 heures. C'était une évidence pour tout le monde, sans que rien ne soit dit ni écrit, une évidence aussi indiscutable que la pluie lorsqu'elle tombe ou l'odeur fétide qui monte des marais. Un peu avant 7 heures, tout le monde se retrouva donc avec gravité autour de la maison de Miss Amelia. Les plus malins se glissèrent dans la salle et restèrent debout le long des murs. Les autres s'entassèrent sous la véranda ou cherchèrent une place dans l'arrière-cour. Miss Amelia et Marvin Macy n'avaient pas encore fait leur apparition. Après s'être reposée dans son bureau jusqu'à la fin de l'après-midi, Miss Amelia avait gagné le premier étage. En revanche, cousin Lyman était là, se frayant un passage au milieu de la foule, frappant sur l'épaule des uns et des autres, claquant nerveusement des doigts et battant des paupières. À 7h moins 1, il pénétra dans la salle en se tortillant et grimpa sur le comptoir. Tout était calme. Ils avaient sûrement passé un accord préalable, car au dernier coup de 7 heures, Miss Amelia apparut en haut des escaliers. À la même seconde, Marvin Macy apparut à la porte du café, et la foule s'écarta silencieusement pour le laisser entrer. Ils marchèrent lentement, l'un vers l'autre, les poings serrés, les yeux perdus comme ceux des dormeurs. Miss Amelia avait troqué sa robe rouge contre sa vieille salopette, retroussée au-dessus des genoux. Elle était pieds nus et portait un bracelet de force autour du poignet droit. Marvin Macy avait également retroussé les jambes de son pantalon. Il était torse nu, enduit de graisse, chaussé avec les gros souliers qu'on lui avait donnés à sa sortie du pénitencier. Stumpy McPhail se détacha de la foule et leur palpa les poches avec la paume de la main droite pour s'assurer qu'on ne verrait pas brusquement jaillir des couteaux. Et ils furent seuls, enfin, au centre de la salle brillamment éclairée. Il n'y eut aucun signal. Ils frappèrent ensemble, tous les deux au menton, et leurs deux têtes basculèrent en arrière, et pendant un instant ils restèrent ainsi, légèrement étourdis. Puis ils commencèrent à frapper le sol du pied, en essayant plusieurs positions et en faisant semblant d'envoyer des coups de poing. Et tout à coup, comme deux chats sauvages, ils furent l'un sur l'autre, et s'entendait le bruit des coups et des halètements et des battements de pieds. Si leste, si rapide qu'on ne pouvait rien voir de ce qui se passait. À un moment, Miss Amelia fut jetée en arrière avec tant de force qu'elle tituba et faillit tomber. À un autre moment, Marvin Macy reçut un tel coup sur l'épaule qu'il se mit à tourner comme une toupie. Et le combat continuait, violent, féroce, sans aucun signe de fatigue, d'un côté ni de l'autre. Dans ce genre de rencontre, quand les adversaires sont aussi rapides et aussi forts que ces deux-là, il est préférable de se détacher du combat lui-même, trop confus, et d'observer les spectateurs. Ils étaient collés au mur, le plus étroitement possible. Stumpy McPhail, accroupi dans un coin, serrait les poings par solidarité avec les combattants et faisait entendre des bruits bizarres. Le pauvre Merle Ryan avait la bouche si grande ouverte qu'une mouche y pénétra et qu'il l'avala sans s'en rendre compte. Et cousin Lyman, comme il valait le coup d'œil. Toujours perché sur le comptoir, dominant tout le monde, mains aux hanches, son énorme tête penchée en avant, ses petites jambes pliées, ses genoux en saillie. L'excitation le rendait fou, et ses lèvres grises étaient secouées de tremblements. Il fallut une demi-heure environ pour que change le cours du combat. Après des centaines de coups échangés, il était arrivé à une impasse. Et brusquement, Marvin Macy réussit à saisir le bras gauche de Miss Amelia et à le coincer derrière son dos. Elle parvint à se dégager et lui ceintura la taille. Le véritable combat commençait enfin. Dans ce comté, la lutte est la façon la plus courante de se battre, car la boxe est trop rapide et demande trop de réflexion et de concentration. Et voici que Miss Amelia et Marvin Macy étaient enfin dans les bras l'un de l'autre. La foule sortit de sa réserve et s'approcha davantage. Les lutteurs étaient agrippés l'un à l'autre, muscle contre muscle, hanche contre hanche, d'arrière en avant, de gauche à droite, ils se balançaient. Marvin Macy ne transpirait pas encore, mais la salopette de Miss Amelia était trempée, et la sueur coulait si fort le long de ses jambes
qu'elle laissait sur le sol des empreintes de pas humides. Et voici que l'instant de l'ultime épreuve était arrivé, et en cet instant de terrible effort, c'était Miss Amelia la plus forte. Marvin Macy était couvert de graisse, il glissait, il était difficile à saisir, mais c'était elle la plus forte. Petit à petit, elle l'obligeait à se plier en arrière, pouce à pouce, et il le courbait de force vers le sol. C'était un spectacle terrible à voir. Dans la salle, on n'entendait que leurs gémissements enroués. Il fut enfin à terre, elle à califourchon sur lui, ses larges mains posées sur sa gorge. Alors, à cet instant précis, à l'instant où le combat était gagné, un cri s'éleva, un cri à glacer le sang. Et ce qui suivit reste aujourd'hui encore un mystère absolu. La ville entière était là pourtant, et pouvait témoigner, mais la plupart des gens refusèrent d'en croire leurs yeux. Il y a au moins 12 pieds de distance entre le comptoir où se tenait cousin Lyman et le centre de la salle où se tenaient les combattants. Et pourtant, à l'instant précis où Miss Amelia saisissait Marvin Macy à la gorge, le bossu prit son élan, vola à travers la salle comme s'il lui était poussé des ailes d'aigle, atterrit sur le dos de Miss Amelia et lui planta ses griffes dans le cou. Le reste n'est plus que désordre confus. Avant que la foule ait eu le temps de reprendre ses esprits, Miss Amelia est vaincue. Le bossu a permis la victoire de Marvin Macy. À la fin du combat, Miss Amelia reste allongée sur le sol, bras en croix, immobile. Marvin Macy la domine, les yeux écarquillés, son demi-sourire aux lèvres. Quant au bossu, il a disparu, terrifié par ce qu'il vient de faire, ou si heureux qu'il préfère se en réjouir seul à l'écart. Quoi qu'il en soit, il s'est coulé hors du café et a disparu en rampant sous les marches de l'arrière-cour. Quelqu'un verse de l'eau sur Miss Amelia. Elle réussit à se relever lentement et à se traîner jusqu'à son bureau. À travers la porte ouverte, la foule l'aperçoit, assise devant son secrétaire, la tête dans les bras, sanglotant avec tout ce qui lui reste de souffle, comme en un dernier râle. Elle serre le poing droit, puis sa main s'ouvre lentement et retombe paume en l'air. Alors Stumpy McPhail va fermer la porte. La foule était calme. Un par un, les gens quittaient le café. On réveillait les mules, on les détachait, on mettait les voitures en marche. Les 3 garçons de Society City descendaient la grande rue à pied. Ce n'était pas un combat qu'on pouvait monter en épingle, un combat dont on pouvait parler après coup. Les gens s'enfermaient chez eux, remontaient leur couverture au-dessus de leur tête. La ville était noire, sauf dans les pièces de Miss Amelia, où la lumière brûla toute la nuit. On pense que Marvin Macy et le bossu quittèrent la ville 1 heure avant l'aube. Mais, avant de partir, voici ce qu'ils avaient fait. Ils avaient ouvert la vitrine au bibelot et raflé tout ce qui était dedans. Ils avaient cassé le piano mécanique. Ils avaient gravé des mots obscènes sur les tables du café. Ils avaient découvert et emporté la montre dont le boîtier s'ouvrait sur une image de cascade. Ils avaient renversé sur le sol de la cuisine un gallon de sirop de sorgho et brisé tous les bocaux de conserve. Ils avaient gagné les marais et défoncé entièrement la distillerie, le beau distillateur tout neuf et le refroidisseur, et mis le feu à la baraque. Ils avaient cuisiné le plat préféré de Miss Amelia, de la bouillie de maïs avec des saucisses, l'avaient assaisonné d'une quantité de poison suffisante pour anéantir le comté entier, et avaient posé le plat bien en évidence sur le comptoir. Ils avaient cassé tout ce qui leur était tombé sous la main, sans oser cependant faire irruption dans le bureau où Miss Amelia avait passé la nuit. Et puis, ensemble, ils avaient disparu. C'est ainsi que Miss Amelia se retrouva seule dans la ville. Les gens auraient bien voulu l'aider, car on est serviable dans cette ville quand l'occasion s'en présente, mais ils ne savaient pas comment faire. Plusieurs ménagères, armées de balais, tentèrent d'effacer les traces du désastre. Miss Amelia les regardait, les yeux perdus, louchant de plus en plus et secouant la tête.
Le 3e jour, Stumpy McPhail entra dans le café pour acheter une chique de tabac Queenie. Miss Amelia lui dit que c'était $1. Tout avait brusquement augmenté. Tout valait $1. Qu'est-ce que c'était que ce café? En tant que médecin, elle changea aussi bizarrement. Jusque-là, elle était beaucoup plus populaire que le médecin de Cheehow, car elle ne touchait jamais à l'âme du malade. Elle le privait seulement de quelques plaisirs nécessaires, comme l'alcool, le tabac, etc. Il lui arrivait même, en passant, d'interdire à un malade de manger du melon frit ou quelques plats de cet ordre. Mais il ne serait jamais venu à l'idée de personne de placer ce genre de plat avant tout le reste. Maintenant, elle avait renoncé à ses bons conseils. Elle prévenait la moitié de ses malades qu'ils allaient mourir, et elle ordonnait à l'autre moitié des traitements si insensés et si atroces que personne ne lui obéissait plus. Elle laissa donc pousser ses cheveux à la diable, et ils étaient devenus gris. Son visage s'allongea, ses muscles s'effacèrent, et il devint maigre comme les vieilles filles qui approchent de la folie. Quant à ses yeux gris, ils se croisaient un peu plus chaque jour, lentement, doucement, comme s'ils allaient à la rencontre l'un de l'autre, pour échanger un bref regard de connivence et de douleur solitaire. On n'avait plus aucun plaisir à l'entendre parler. Elle avait la langue terriblement fielleuse. Quand quelqu'un parlait du bossu, elle disait seulement « Oh, si je pouvais mettre la main dessus, je lui arracherais le gésier et je le jetterais au chat. » Le terrible, c'était moins les mots en eux-mêmes que la voix dont elle les prononçait. Sa voix avait perdu sa vigueur ancienne, et cet accent de vengeance qui la traversait lorsqu'elle parlait de ce Canut qu'elle avait épousé ou d'un autre de ses ennemis. C'était une voix cassée, lointaine, affaiblie, qui ressemblait à la plainte asthmatique de l'harmonium de l'église. Pendant 3 ans, elle est venue s'asseoir chaque nuit sur les marches de la véranda, muette et seule, regardant vers le bas de la route et attendant. Le bossu n'est jamais revenu. Certaines rumeurs laissaient entendre que Marvin Macy s'en servait au cours de ses cambriolages en le glissant par les fenêtres. D'autres que Marvin Macy l'avait vendu à une baraque foraine. Mais comme la source de ces 2 rumeurs était Merle Ryan, il n'a jamais été possible de savoir la vérité. Au cours de la 4e année, Miss Amelia a fait venir un menuisier de Cheehow et l'a payé pour qu'il aveugle sa maison. Depuis, elle n'a pas bougé de ses chambres closes. Oh, oui, comme la ville est désolée. Dans les après-midi du mois d'août, comme la route est vide et blanche la poussière, et comme le soleil ressemble à un miroir aveuglant. Pas un mouvement, pas une voix d'enfant, juste le murmure étouffé de la filature. D'été en été, les pêchers se tordent davantage. Leurs feuilles fragiles sont d'un gris maladif. La maison de Miss Amelia penche tellement vers la droite qu'elle finira par s'effondrer. Ce n'est plus qu'une question de temps. Les gens font bien attention de passer le plus loin possible de sa cour. On ne trouve plus de bon alcool dans la ville. La distillerie la plus proche est à 8 miles de là. Et l'alcool qu'elle fabrique est d'une si mauvaise qualité que ceux qui en boivent attrapent sur le foie des verrues plus grosses que des cacahuètes et s'enfoncent dans des rêveries intérieures lourdes de menaces. Vous ne trouverez rien à faire dans cette ville. Tournez autour du château d'eau, donnez des coups de pied dans une souche vermoulue, cherchez à quoi pourrait servir ce vieux chariot abandonné près de l'église sur le bord de la route. L'ennui pourrit l'âme. Il faudrait mieux descendre vers la route des Fox Falls pour entendre le groupe enchaîné des bagnards. Les 12 mortels. La route des Fox Falls est à 3 miles de la ville. C'est là que travaille le groupe enchaîné des bagnards. La route est goudronnée. Le comté a pris la décision de combler les ornières et de l'élargir à un certain tournant dangereux. Le groupe se compose de 12 hommes. Ils portent le costume rayé noir et blanc des bagnards. Ils sont enchaînés aux chevilles, surveillés par un gardien armé d'un fusil. La réverbération est si forte que les yeux de ce gardien ne sont que 2 étroites lignes rouges. Le groupe travaille toute la journée. Un fourgon cellulaire l'amène à l'aube et le ramène dans le crépuscule gris du mois d'août. Toute la journée, c'est le bruit des pioches dans la terre glaise, le soleil implacable, l'odeur de transpiration.
et chaque jour, c'est la musique. Une voix sombre amorce une phrase, à peine modulée, comme une question qu'elle pose. Bientôt, une seconde voix la rejoint, et peu à peu le groupe entier se met à chanter. Voix sombre dans l'incendie doré du soleil, inextricablement fondue, musique déchirante et joyeuse à la fois. Et voici qu'elle prend de l'ampleur, une ampleur si vaste qu'elle semble ne plus venir des 12 hommes, mais de la terre elle-même ou de l'immensité du ciel. Musique qui force le cœur à s'ouvrir. Celui qui l'entend demeure figé de stupeur et d'émerveillement. Peu à peu, elle va s'éteindre. Il n'y aura plus qu'une voix solitaire, comme un long soupir enroué, et le soleil, et le bruit des pioches dans le silence. Quelle sorte de groupe peut ainsi donner souffle à une si belle musique ? Simplement 12 mortels, 7 noirs et 5 blancs du comté. Simplement 12 condamnés à mort, enchaînés l'un à l'autre.